là, l'idée, c'était de lancer une discussion, un échange sur les questions d'enherbement, qui posent toujours 1000 questions entre enherbement permanent, naturel, les engrais verts comme ci, comme ça, ou tout dégagé, ou voilà. Et on a parfois du mal à avoir du discernement avec ces questions. Et il y a des gens, du coup, qui travaillent pour ça. Et donc, on avait envie d'échanger là-dessus avec François et Julia Wright de Technicienne Viticole à Agribiodrome qui vont introduire le sujet. Et après, l'idée, c'était d'échanger. Parce que plein d'entre vous, vous avez plein d'expériences par rapport à ça. Et voilà, pour se faire un peu une image collective de cette question. Alors moi, je fais juste une introduction rapide sur le sujet, puisque comme je vous expliquais au départ, mon travail, c'est de faire du conseil en viticulture. La vigne, c'est presque un accident. Et en fait, j'ai beaucoup plus travaillé sur le sol, l'enherbement, la gestion de l'enherbement que la taille, en fait, dans les quelques années où j'ai travaillé. Ça a été pour moi dès le départ un des sujets essentiels. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé en Champagne, je suis arrivé après à Sancerre. À l'époque, tout début des années 2000, on était à 98% des vignes désherbées chimiquement, en plein. On a énormément évolué là-dessus. Et à l'époque, l'idée que les vignerons avaient en tête, c'est l'enherbement, c'est néfaste. Ça met la vigne à genoux et les vins sont moins bons. Sauf que de temps en temps, on arrivait quand même à avoir des vignes qui avaient des enherbements et des qualités de raisin satisfaisantes. Et donc on a beaucoup travaillé le sujet. Je ne vais pas vous détailler tout ça là, on verra ce que dira Julia et puis on discutera un peu après. Mais à l'heure actuelle, on voit, je vais être un peu vilain, plein de gourous sur le marché de l'internet qui annoncent plein de choses, qui vendent plein de rêves. Et vous me sentez peut-être un peu agacé, mais je suis un peu agacé par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont en contradiction avec ce que nous on a observé par des vrais essais, et surtout ça a tendance à vachement vous culpabiliser. Et on a tendance à vous mettre un schéma de rêve idéal, il ne faut plus travailler les sols, il faut avoir un couvert vert à 100% toute l'année, il faut mettre des arbres partout. Et c'est un vrai objectif que nous, ça fait 20 ans que moi je cherche à m'approcher de cet objectif-là, parce qu'il est extrêmement louable. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire, mais c'est pas si simple. Et il n'y a pas une recette unique. Et ce qu'on va faire dans le Roussillon et ce qu'on va faire en Bretagne, ça sera radicalement différent parce qu'on n'a pas du tout le même climat. Et il y a trop de discours avec des certitudes. Et donc moi je vous ai mis juste 2 petites diapos pour illustrer ça, sur des essais qu'on a fait. Alors à l'époque, c'est des essais où justement je voulais comprendre comment l'herbe impacte la vigne. Donc c'est tous des essais où on a micro-vinifié, on a fait dans la même parcelle des parties, alors plein d'essais différents, mais avec des témoins désherbés mécaniquement, des témoins enherbés avec un enherbement interrang assez significatif et d'un certain âge, donc déjà concurrentiel, et après on a modifié des choses pour voir ce qui se passait. Et on a fait notamment des essais avec des apports d'azote pour voir l'impact lié à l'azote, puisque chez nous, c'est pas tellement une question d'eau, en tout cas à l'époque. Là, je vous montre un essai qui date de 2005. À l'époque, on n'avait pas de problème d'eau, même si 2005 c'était déjà une année un peu sèche. Mais c'est vraiment plus essayer de comprendre comment l'herbe impacte. Donc chez nous, comme l'azote était très concerné, vous avez donc le N-Tester, c'est un appareil qui permet de mesurer la couleur verte du feuillage. En vert, en bas, c'est la vigne enherbée où on n'a pas remis d'azote. Donc en bas, on voit qu'elle est plus jaune, elle est même beaucoup plus jaune. Parce que quand on a des valeurs qui descendent à 250, c'est vraiment des vignes très jaunasses, souffrantes. En jaune, jaune tout en haut, là, c'est 50 unités d'azote chimique, pour vraiment voir l'impact au moment de l'apport, apporté à la floraison. Et donc on voit qu'au début du développement, on a la même chose que l'enherbé sans azote, et au moment où on apporte l'azote, vers la mi-juin, enfin début juillet, le temps que ça agisse, la vigne reverdit fortement. Et la partie où on apporte de l'azote au débourrement, qui est en rouge, là on voit que tout de suite ça monte plus rapidement et ça redescend après. On vous dit tout le temps que la vigne au départ pousse sur ses réserves et elle utilise le sol qu'à partir de la fleur. C'est faux. Et j'ai plein d'essais qui montrent que ça ne marche pas comme ça. Dès le départ, dès le débourrement, la vigne utilise ses racines. Elle utilise aussi ses réserves. Alors, est-ce qu'elle arrête de les utiliser à la fleur? Je ne sais pas. On vous dit plein de trucs sur les réserves de la plante. Ça fait 20 ans que je cherche à contacter les meilleurs chercheurs du sujet pour essayer de trouver des solutions pour bien mesurer les réserves de la vigne. C'est hyper compliqué. Il n'y a pas un chercheur qui est capable de me dire, de m'affirmer les réserves fonctionnent comme ça, elles sont à tel endroit, elles sont solubilisées, mises à disposition à tel moment.
c'est hyper compliqué. Donc toutes les affirmations qu'on entend sur la réserve de la plante, prudence, prudence. On n'en sait pas beaucoup. Bon, on voit que quand on remet de l'azote, on compense un peu l'effet de l'herbe. Et là, un autre essai, on a voulu aller plus loin, parce qu'on s'est rendu compte que remettre de l'azote... Alors, conclusion de la première partie, avec d'autres essais, hein, c'est que si on veut rapporter de l'azote, ou si on veut faire en sorte que la vigne pousse, c'est vraiment au débourrement. Il faut que la vigne profite de la minéralisation azotée ou de vos apports tôt, et à la fleur, c'est trop tard. En gros, 80% du développement végétatif se fait entre le débourrement et la fleur, et c'est à ce moment-là que la vigne doit fonctionner. Et donc, si vous devez réguler votre enherbement, il faut le réguler avant le débourement, au moment du débournement. Et donc, nous, on a essayé des essais, puisque au départ, on s'est rendu compte que mettre de l'azote, ça permet de revenir à un niveau équivalent à pas d'herbe. Mais il faut, quand on a un enherbement bien installé dans nos conditions à Sancerre, alors à chaque fois que je vous parle de nos conditions à Sancerre, je reste très prudent, je ne généralise surtout pas partout, mais quand on a un enherbement bien installé, il faut 80 unités d'azote pour retrouver le même niveau de vigueur que la vigne binée. 80 unités, c'est colossal. Et on ne va pas mettre de l'herbe et rajouter 80 unités tous les ans, ça n'a pas de sens. Donc on s'est dit, détruire l'herbe au printemps, c'est peut-être une bonne idée. Et donc on a comparé la partie enherbée avec une partie où on détruit juste avec un binage au printemps, donc un seul binage en plein. Après, sous les pieds, c'est biné 3-4 fois, hein, mais au milieu du rang, on ne passe qu'une seule fois. Donc là, je vous montre un peu. Donc, on est passé de 0, 10, 30, 60, 80, 100 unités d'azote. Donc on a fait un grand palier. Une partie, on a fait un binage au printemps, et une partie, on a fait un binage total. Et en gros, on voit que la vigne enherbée où on n'apporte rien, elle plonge, elle plonge, elle plonge de plus en plus. Plus on met d'azote, plus ça va. Avec 100 unités d'azote, on est même plus vigoureux. Et en fait, il faut apporter de l'or. Si on désherbe, si on fait juste un binage au printemps, ça fait à peu près l'équivalent de 50-60 unités d'azote. Et nous, maintenant, on gère ça dans la majorité des vignes avec nos vignerons de cette manière-là. Alors, je réinsiste dans le Centre-Loire avec le Sauvignon. En fonction des terroirs, on va détruire l'herbe plus ou moins fortement. Dans les terroirs profonds, on va juste la secouer partiellement une fois au printemps. Dans les terroirs très superficiels, on va la biner une fois, voire 2 fois, à 3 semaines, un mois d'intervalle, pour garder la vigne propre à peu près jusqu'à la fleur. Et après, laisser l'herbe se réinstaller et avoir un couvert le plus important possible jusqu'à la fleur. Donc après, j'ai plein d'autres choses à vous dire là-dessus, si vous voulez en discuter, mais je vais plutôt laisser Julia présenter ses essais, et après, on fera une synthèse de tout ça. Alors, dans ces essais-là, c'est de l'ammonitrate. C'était de l'azote chimique, c'était pour vraiment voir... on voulait qu'il agisse au moment où on le met. Donc, on a mis de l'ammonitrate. C'est pas ce qu'on conseille. Hein. Et après, dans ce qu'on conseille, on est plutôt sur des formes organiques, des engrais mixtes, alors soit des composts de 3 à 6 mois, des composts pas trop vieux, pour avoir une certaine dynamique, ou des bouchons pour certains, ce qu'on appelle des engrais mixtes, avec des tourteaux, des pulpes, des choses comme ça qui ont un côté un peu dynamique, en plus de la base compost. Bonjour, donc moi je suis Julia et je travaille pour le groupement des producteurs biologiques de la Drôme, à Vieux-Drôme, et j'accompagne les viticulteurs. Et du coup, je les accompagne dans leur réflexion sur la pratique des couverts végétaux plutôt temporaires et de manière plus large sur la gestion de leur sol, la fertilité des sols et de leur interrant pour l'instant. On ne travaille pas trop sur le rang, même si c'est une question aussi, une réflexion qui démarre dans les groupes de travail. Donc je travaille dans la Drôme, secteur Nord-Drôme, Creuse-Hermitage, dans la vallée de la Drôme, appellation Clairette de Die, et dans le sud-Drôme, Nord-Vaucluse, Vinsobres, Tulette, dans ce coin-là, Vaison-la-Romaine aussi. Donc je les accompagne dans leur réflexion et on observe et on expérimente ensemble sur ces 3 grandes questions, on va dire. Voilà, ils ont des questions sur quels sont les mélanges les plus adaptés à leurs différents terroirs. Quelle est la stratégie de semis dans des conditions de plus en plus sèches en septembre, voire parfois même aride et sans irrigation. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de faire tout ce travail pour après avoir des semis qui ne résistent pas aux conditions sèches si on n'a pas de pluie au mois de septembre?
et quel mode de destruction pour le couvert végétal, roulage, broyage, enfouissement, tardif, précoce. Voilà, toutes ces questions-là sont les questions qui se posent avec, pour certains, une volonté d'avoir, comme disait François, une couverture du sol au maximum, ne plus toucher le sol, etc. etc. Donc on fait des profils de sol aussi, et par rapport à ce non-travail du sol, on voit que les couverts permanents pluriannuels, qui sont là depuis plusieurs années, là je crois que c'est une parcelle qui est là depuis une quinzaine d'années, on a vraiment un horizon pédologique avec une déconnexion de l'horizon superficiel très organique et l'horizon inférieur beaucoup plus minéral, puisque le couvert pluriannuel composé principalement de raigraphes, étuques, dactyles, il va avoir son système racinaire qui va remonter vraiment superficiellement à 5-10 cm, et il n'y aura plus de continuité avec l'horizon inférieur. Donc contrairement à ce qu'ils pensent d'avoir un sol qui va être plus organique et plus actif au niveau biologique, on a des effets de tassement, un manque d'aération du sol et du coup une activité biologique, une activité de micro-organismes beaucoup plus faible aussi. La question sur les mélanges, on met majoritairement des légumineuses et des graminées, produits localement principalement, donc en échange avec des céréaliers des plaines de Valence et de Montélimar, mais aussi avec des viticulteurs qui cultivent leurs propres graines. Et on met aussi une proportion plus ou moins importante de crucifères, qui sont intéressants dans les sols très calcaires, parce qu'on a des sols très calcaires chez nous, avec des niveaux de calcaratif qui sont très contraignants. Et on voit qu'on a, selon les années, sur les mêmes parcelles, avec les mêmes mélanges, on a les céréales qui vont dominer une année, après c'est avec les crucifères qui vont dominer l'autre année. Donc c'est jamais les mêmes levées, les mêmes mélanges. Donc plus on va mettre des mélanges, plus on aura une chance d'avoir des levées. Mais c'est assez aléatoire sur les levées selon les années. Là on voit qu'il y a une forte levée de moutarde, alors que c'était un mélange avec 10% de moutarde. Et l'année précédente, c'était une grande dominance de sel. Donc ça pose des questions sur ces histoires de mélange les plus adaptés, et aussi avec ces espèces qui ont des cycles végétatifs très différents. La moutarde peut faire son cycle végétatif en 45-50 jours, alors qu'un cèdre va faire son cycle végétatif en 150 jours. Donc ça amène une fleur beaucoup plus précoce sur la moutarde, qui va faire sa fleur du coup même avant l'hiver chez nous, si c'est un semis précoce. Donc une montée en graines avant l'hiver, donc une moins bonne restitution après au sol au printemps. Donc on a vraiment des différences de cycle végétatif qui vont faire que les viticulteurs ils vont séparer aussi dans l'espace leurs semis. Certains vont mettre les crucifères sur un rang, donc des cycles très courts, et vont pour certains même détruire avant l'hiver, et d'autres vont laisser les légumineuses et les graminées sur le rang à côté. Ça c'est dans le cas où ils ont vraiment des semis sur tous les rangs. On a fait des relevés de biomasse, donc là c'est juste la biomasse sur une trentaine de parcelles, biomasse apportée par le couvert végétal avec la méthode Merci. Donc on a une moyenne de 1,5 à 2 tonnes de matière sèche par hectare apportée par ces couverts végétaux, sachant qu'on est sur des parcelles qui majoritairement sont semées un rang sur deux pour les 3 quarts des parcelles, donc ça représente un tiers de la surface. Donc voilà, on a cette moyenne-là, et on a fait des comparaisons avec les couverts spontanés, enfin la végétation spontanée, et on est plutôt sur une moyenne entre 0,8 et 1 tonne de matière sèche par hectare. Donc on a vraiment une grosse différence en termes de restitution de biomasse, donc en termes de restitution potentielle de matière organique, etc. En tout cas, ça vaut le coup, même avec des conditions très séchantes, des hivers très secs et des levées de semis aléatoires. Ça vaut encore le coup chez nous, quand l'objectif est de vraiment rapporter de la biomasse, de semer des couverts végétaux temporaires. Se pose la question quand même de laisser sur certaines parcelles l'enherbement spontané, s'il est qualitatif, si on arrive à évaluer son niveau de qualité écologique. On a fait des diagnostics écologiques sur des parcelles dans le Sud-Drôme, justement, pour évaluer déjà l'état de la parcelle, sur des parcelles en biodynamie, voir le niveau et la diversité de légumineuses sauvages présentes, la diversité de graminées sauvages présentes, et d'évaluer si on avait un niveau écologique intéressant pour donner un indicateur aux producteurs de se dire si ça valait le coup de travailler, de détruire et de ressemer quelque chose de totalement exogène de la parcelle, on va dire. Ou alors de réfléchir à faire un sursemis
en gardant de l'existence, il y a déjà un bon taux de légumineuses sauvages, un bon taux de graminées, de pouvoir passer dessus pour redensifier un peu ce couvert spontané. Par rapport à la question du semis, on a vu des différences significatives entre les semis très précoces sur fin août, début septembre, et les semis qui étaient plutôt fin septembre, début octobre. Il y a vraiment des différences significatives au niveau de la biomasse restituée par le couvert au printemps. Il y a vraiment une différence en septembre par rapport au total de jours, c'est assez significatif. Mais les viticulteurs se posent la question de prendre le risque de semer, même si tout est prêt pendant les vendanges, ils sèment au fur et à mesure des parcelles vendangées. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y aura des pluies qui vont arriver? Est-ce que je sème là, même si les conditions d'humidité sont correctes, si j'ai 4 semaines sans pluie, chez nous ça arrive très souvent, est-ce que je vais pas me faire griller mon semis? Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre fin septembre, début octobre, où on a des taux d'humidité qui reviennent corrects dans les sols, si on a quelques pluies qui arrivent, pour faire ce semis à ce moment-là? Mais pour le coup, on a perdu un mois, et un mois assez important sur les levées végétatives des semis, des couverts semés. Donc là-dessus, on n'a pas de réponse idéale, c'est vraiment la question de la prise de risque du vigneron, et la disponibilité aussi pendant les vendanges de pouvoir semer au fur et à mesure des parcelles vinifiées. On commence à faire des essais de semis pluriannuels. Donc là, c'est une parcelle qui a été semée en semis direct au printemps sur... c'est un mélilo, donc c'est une pluriannuelle, c'est une légumineuse... on va lui laisser plus de temps, donc un semis au printemps, on prend des pluies de printemps, puis on va lui laisser un an de plus pour pouvoir se développer. Donc on se dit, voilà, on commence à faire des essais dans ce sens-là pour éviter d'avoir juste 6 mois de chance pour le couvert de se développer avec une fin d'été très sec, des hivers de plus en plus secs chez nous. Et donc là, au lieu d'avoir 6 mois, on a 18 mois, on va essayer de faire dans ce sens-là. C'est un tout début. Ça peut être semé au printemps, mais aussi on peut le semer à l'automne. On mélange avec des cultures, des graminées et des légumineuses annuelles. On fait juste une fauche au printemps et ensuite on laisse la bisannuelle se développer jusqu'à l'année suivante. Voilà, c'est des modalités qui sont en train d'être étudiées en tout cas chez nous. Après, il y a la question sur le mode de destruction, broyage, roulage. Donc on a vraiment, nous, la moitié-moitié dans les parcelles suivies en Drôme. Il y a une partie qui roule, une partie qui broie et qui on va dire, incorpore superficiellement avec des griffes ou des disques. Là, c'est une parcelle expérimentale dans la vallée de la Drôme, sur des terrains argilo-calcaires. On a fait des suivis au niveau minéralisation de l'azote. Donc là, j'ai rappelé un petit peu le semis en septembre, avec une moyenne de 180 kg de terre en plein. Donc là, on a une tonne de matière sèche avant destruction le 10 avril. Et les résultats au niveau de l'azote montrent que la modalité broyée avec légère incorporation montre une minéralisation azotée 3 semaines après la destruction qui est beaucoup plus importante que la modalité roulée. On a 25 unités d'azote libérées 3 semaines après la destruction, alors qu'en modalité roulée, on a 10 unités d'azote. Donc c'est plus intéressant quand l'objectif du producteur est vraiment de ramener l'azote dans la parcelle pour la vigne en début de saison. C'est la modalité la plus intéressante, en tout cas au niveau azote. Et par contre, les deux modalités se rejoignent après sur la véraison. Les deux modalités ramènent 25 unités d'azote au moment de la véraison. Donc on pense que la modalité roulée va juste amène plus d'inertie et moins efficace sur le début de saison. Et on a installé des sondes tensiométriques aussi dans les... il y a les rangs travaillés, les rangs avec la végétation spontanée, qui eux montrent des niveaux de minéralisation beaucoup plus faibles en fait, du fait de la densité de la végétation spontanée et du rang travaillé aussi, la restitution est vraiment peu significative. Ensuite, on a aussi installé des sondes tensiométriques dans le sud de la Drôme, et donc là, la tension d'un sol est corrélée avec le niveau de stress hydrique de la plante, et on remarque que la modalité roulée, là encore une fois, montre des niveaux de tension dans le sol vraiment les plus élevés par rapport à la modalité broyée enfouie dès le début de saison. Donc on a un niveau de tension plus fort dès le début de saison dans la modalité roulée par rapport à la modalité broyée enfouie. Donc le roulage, que ce soit du point de vue d'azote, du point de vue, on va dire, tension du sol ou stress hydrique, est moins intéressant sur les suivis qu'on a fait en 2023 par rapport à la modalité broyée enfouie.
Cependant, les vignerons sont quand même la moitié avec qui on travaille sont sur des techniques de roulage, donc il y a quand même ce beau mulch qui se fait après un roulage avec une belle épaisseur. Il y a une couverture du sol qui est là, hein, donc c'est vraiment leur objectif aussi, d'éviter les rayonnements solaires directs sur le sol. Donc on va maintenant faire des suivis de température parce que on va continuer bien sûr ces suivis d'azote et d'humidité parce qu'il faut faire sur plusieurs années. Mais on va aussi mesurer la température sous ces mulches-là par rapport aux rangs broyés et aux rangs travaillés classiquement. Voilà, et juste pour finir, on construit en parallèle une filière grains fermiers bio locaux avec les vignerons. Les vignerons deviennent eux-mêmes producteurs de graines en partenariat avec des céréaliers qui cultivent les graines plus techniques à cultiver, les légumineuses, les crucifères. Mais voilà, ça travailler sur ces projets-là amène aussi à se diversifier dans sa production. Donc il faut ramener des trayeurs, des moissonneuses dans les régions viticoles et c'est pas facile. Enfin, voilà, c'est travail de longue haleine. Voilà, c'est pas forcément des réponses, mais des questionnements en cours, on va dire. Du coup, c'est bien si on échange et je voulais proposer à Philippe. Il est où, Philippe? Il est caché. Voilà, il est caché. Tu veux bien commencer à témoigner un peu? Bah, tu viens devant, c'est plus simple. Non, mais c'est bon, il reste là. Bonjour. Donc bonjour, je suis en Vallée du Rhône Nord. Donc nous on est sur des sols granitiques, plutôt acides, enfin même acides. Et avec là en taux de matière organique on est facilement en dessous de 5%. En pluviométrie on est entre 600 et 50 et ouais, à peine 700 mm. Donc il y a des sols très très filtrants, on a une réserve utile à peu près de 30 mm. Donc on a commencé les enherbements, on travaillait un rang sur deux au début, on a commencé les enherbements avec du seigle et semé après les vendanges ou juste avant les vendanges. Et juste avant les vendanges on a le problème, si on a des orages au mois d'août tu sèmes et après derrière tu stresses la vigne parce que elle va manquer d'eau parce que le seigle il pousse très rapidement à cette époque. Donc on a un enherbement qui est trop vigoureux. Donc après on s'est mis à semer après les vendanges. Et maintenant, on sème plus facilement quand on a renouvelé, c'est derrière les vendanges, avec du seigle, un mélange de seigle, de vesse, luzerne, régras, enfin le plus de trucs possible. Et même avec des plantes, des bandes fleuries, on mélange tout ça. Et puis, pousse, suivant un peu l'année, suivant un peu la pluviométrie, le gel et tout ça. Et c'est vrai que le seigle, nous dans nos sols acides, c'est ce qui se développe le mieux et qui a le meilleur système racinaire. Et après, on l'incorpore, on fait à la fois du travail du sol et du roulage. Pour pailler, et si c'est sec au printemps, on va passer 3 dents en fait, qui vont juste soulever avec un rouleau derrière. Et pour venir coucher. Et l'avantage le seigle, ça fait beaucoup de matière dès le départ, par contre il monte assez tôt et on a le problème du gel. Et l'avantage de mettre avec de la veste, c'est que la veste, avec les vrilles et tout ça, elle tient le seigle au coucher. Et c'est ce qui va le mieux. Et après derrière, la première année qu'on sème, la luzerne elle se développe pas. Il faut une année complète quasiment. Et après, la luzerne vient un peu en complément et fait une légumineuse, parce qu'on a fait des essais avec que trèfle, ou majoritairement du trèfle. Et là, des fois, si le trèfle il se développe trop, au printemps, il y a une concurrence énorme, et il est impossible à détruire, parce que ça fait des stolons, ça fait des fils, c'est plus concurrentiel que la luzerne. Ça paraît pas, mais la luzerne, chez nous, même dans nos sols, on trouve que la luzerne gêne moins la vigne. Et puis la veste.
Ouais, par contre, oui, elle se développe un petit peu moins, mais on arrive quand même à avoir des luzernes, il y a des trucs qui sont énormes. Mais elle a tendance à perdre en vigueur, mais le trèfle, il vit pas plus longtemps que chez nous non plus. Et en fait, il se fait très rapidement manger par des raies gras. En fait, la première année, tu as beaucoup de trèfle, et après, il doit y avoir trop d'azote dans le sol, et en fait, ça favorise les graminées poussent mieux, et en fait, on le perd, le trèfle aussi. La veste. Vous n'avez pas de problème avec la veste? On est planté, ça je ne l'ai pas dit, mais on est planté à 2 mètres. Et après, c'est tout plat ou bien c'est comment? Non, il y a maintenant tous les sens, mais faut faire attention, quoi, ouais. Mais comment vous faites pour détruire? Pour détruire, en fait, c'est un outil que mon fils a fait, et en fait, on a à la fois, devant, il y a des disques qui coupent, les dents derrière qui viennent travailler le sol, et un rouleau, type rouleau cage, en fait, qui vient écraser. Donc, en fait, il y a deux stress pour coucher, en fait, qui vient coucher, c'est-à-dire il y a le disque qui vient couper, les dents viennent travailler un peu pour soulever, et les disques de devant, ils assurent surtout qu'il n'y ait pas de bourrage, quoi. Mais avec le tracteur? Oui. Mais il a fait la même chose sur Chenillette. Il a fait un peu la même chose sur Chenillette, et ça fonctionne assez bien. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut la veste, il faut la prendre au bon moment, quoi. Parce qu'on a eu bourgeonner des pieds bien comme il faut. Hein. Nous, on est au mois de mai, elle est comme ça partie là. Et on se mord les doigts de la il y a 30 ans. Il faut la surveiller. Là, on commence à la surveiller parce qu'on le voit, elle commence à pousser, et des fois, il suffit que si ça se met un peu à faire chaud, la veste, elle fait 30 cm, on ne se rend même pas compte. Quand ça pousse. Je proposais aussi à Denis, qui est dans le Gard, Moi, je suis vigneron dans le Gard, au nord de Nîmes. Je fais de la nerve-vin, j'ai fait de la nerve-vin depuis 20 ans à peu près. J'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup. J'ai commencé par faire avec des fétuques, des raies gras, semer tous les rangs sur certaines parcelles. Donc, grosse chute de végétation, grosse chute de production. On les a gardés quand même pendant 4 ou 5 ans. Ça a remonté en production. On avait par contre un chevelu radiculaire qui était extraordinaire, beaucoup de vers de terre, une activité microbienne qui était vachement importante. On les a gardés 4 ou 5 ans, et après, hop, on a tout chargé, tout enfoui. Et on est reparti sur de l'anervement naturel, donc qui a très bien fait, qui a très bien fait l'affaire. On est parti, on a continué comme ça, anervement naturel. Nous, le problème qu'on a quand même, c'est qu'à partir du 15 avril, il faut qu'il n'y ait plus d'herbe dans les vignes. Plus d'herbe dans les vignes, parce que sinon, c'est obligé, tu passes à la gelée et tu ne la neiges pas. Donc moi, j'ai 2 solutions, soit j'ai le girobroyeur, donc on les girobroie, soit j'ai le passage des moutons. Les moutons, pendant un certain temps, ils passent, on leur fait bien nettoyer les vignes, et comme ça, on ne gèle pas. Donc j'ai aussi essayé Févrole. La Févrole, ça marche très bien. On a de l'azote en restitution derrière. Il ne faut pas que ça monte, donc c'est pareil. Là, soit c'est du broyage, soit on a bien acheté un rouleau facal maintenant, on ne l'a pas encore utilisé. Mais je pense que ça peut être intéressant. Mais toujours dans le cas où à partir du 15 avril, on a peu d'herbe et qu'elle est très rase pour éviter le gel. Voilà, en fait, les pieds sont travaillés et tout. Donc, c'est de l'expérience que j'ai, mais on a beaucoup travaillé en anervement naturel. On a eu des inversions de flore sur l'anervement naturel, on a eu beaucoup de luzerne sauvage, de médicaments. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu encore? Des raies gras quand même de moins en moins avec le temps. Et une flore naturelle qui est revenue et qui est très intéressante. Moi, je travaille surtout sur le côté anervement naturel.
parce que ça fait partie, c'est tellement mon exploitation est comme ça, le domaine est comme ça, on travaille sur l'énervement naturel. Et puis voilà. Par contre, cette année, il n'y a pas une herbe dans les vignes. Zéro. On a tout charloué. On a tout charloué au mois de novembre, mettre les vignes hyper propres pour recommencer un cycle dans 1 an ou dans 2 ans. On a eu beaucoup de chutes de végétation les 2-3 dernières années. Je pense qu'à un moment donné, l'herbe a été, on a eu des chênes pas mal dans certaines vignes, l'herbe a été très concurrente, et donc là, on a remis propre. On va continuer à travailler un petit peu les sols, là, mais on va faire juste sous le rang, et l'énervement naturel va revenir. Et il faut le souhaiter à partir du avril, fin avril, début mai, quoi. Donc je pense même peut-être à semer, mais à semer à partir du début avril, pour pouvoir avoir un énervement après au mois de mai, au mois de juin, et après pour pouvoir soit broyer, soit passer le rouleau fracas, pour faire un mulch. L'objectif c'est de faire un mulch aussi de l'autre côté, pour éviter les coups de soleil, pour garder de l'humidité. Mais pour moi, il n'y a pas un état de fait. Il faut tout se fait au coup par coup, quoi. C'est ta parcelle, nos parcelles, on ne peut pas dire telle année je vais faire ça, ça va durer 10 ans. C'est pas vrai. Il y a eu des années où il faudra changer de méthode culturelle, peut-être repasser au griffon, peut-être repasser sur des anerbements pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, retravailler les sols pour redonner de l'activité microbienne. On en a parlé tout à l'heure, n'importe comment. Il faut redonner, réoxygéner les sols. Moi je pense qu'à un moment donné, les biens n'étaient pas réoxygénés, donc c'est beaucoup du coup par coup. C'est le feeling du vigneron, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aller, quoi. Et pour moi, tous les aéromains sont bons. Voilà. Un petit peu comment on bosse sur le commun. Bon, et nous, c'est vachement bien quand même, je vous le dis. Si vous avez des questions, et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience, quelle question? Une autre région? Oui, bonjour. Frédéric Pagnon, on est à Bordeaux, sur la rive droite, en bordure de Dordogne. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, par contre, j'avais 2 expériences à partager sous forme de questions. La première, c'est, on met de la févrole essentiellement, depuis pas mal d'années. Et tout à fait par hasard, on participe à un projet qui s'appelle le PNPP. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais donc on a échangé avec l'un des ingénieurs d'INRA qui me dit, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, mettre de la févrole si tu trouves ça joli, mais en fait, ça n'apporte pas réellement d'azote. Ah, voilà. Alors, je me veux volontairement provocateur. Et en fait, je ne fais pas d'analyse de sol pour savoir quelle est la restitution d'azote, alors on la couche, la févrole, et on fait tous les rangs. On fait tous les rangs depuis des années. Par contre, ce qu'on s'est analysé de manière très précise, c'est l'azote assimilable dans les dents. Ce qui est quand même un objectif intéressant pour la fermentation, et qui est vraiment essentiel. Donc ça veut dire que depuis des années, on ne met pas d'apport d'azote assimilable en poudre dans les mains. Et là, l'année dernière, alors on est en bordure de Dordogne, donc on a des terrains très humides, des argiles très profondes. On s'est fait un petit peu embêter par la pluie. Donc il y a une parcelle d'1 hectare qu'on n'a pas pu planter. Eh bien, en termes d'azote assimilable l'année dernière, on avait 2 fois plus d'azote assimilable dans les vins, pas au niveau d'analyse du sol, mais dans les vins, sur cette parcelle qui n'avait pas été plantée par rapport aux autres. Donc la question est, est-ce que l'azote assimilable est différente de celle qu'on retrouve dans l'analyse des sols? Est-ce que les apports d'azote sont différents, sachant que la parcelle dont je vous parle, qu'on n'a pas plantée, elle est proche des arbres. C'est une parcelle qui est carrément entourée d'arbres, et qui a, à mon avis, une vie possiblement microbiologique de par cette proximité des arbres qui est plus importante que les parcelles qui étaient au centre de la propriété. Voilà. Ça, c'est une première question. Et l'autre, j'entends le risque du gel sur l'herbe, lié à l'herbe. En 2019, on avait l'habitude de semer à la main ou alors d'épandre ça avec ce qu'on appelle un vicon. Et on a acheté un de limbe.
qu'on a monté sur un actisol. Le truc n'était pas très bien réglé, on a foutu partout la févrole. C'est-à-dire qu'il y en avait vraiment dans le rang, sous le rang, etc. Et on l'a laissé pousser, et parce que moins les gens se poussaient, et on est arrivé à une hauteur de févrole qui dure au moins 1m10, 1m20. Le gel est arrivé, et bien en fait on n'a pas gelé. Parce que la févrole a créé une espèce d'inertie thermique, une masse végétale tellement importante que ça nous a permis de sauver la vente. Merci. On a fait également énormément d'expérimentations sur les engrais verts, sur les différents types d'enherbement, et je rejoins un peu toutes les observations qu'on a eues là. Et effectivement, vos engrais verts, quels qu'ils soient, également les légumineuses, au départ, elles veulent pousser. Et elles veulent optimiser leur fonctionnement, leur pousse. Et elles ne vont pas produire de l'azote pour faire plaisir à tout le monde et restituer de l'azote à tout le monde. Donc en fait, elles ont un avantage évolutif où elles vont pouvoir capter l'azote de l'air grâce à des bactéries. Mais au départ, c'est pour elles. Et on considère d'ailleurs que les bactéries sont efficaces au moment où les nodosités se colorent, deviennent un peu rosées. Quand elles sont bien blanches, elles ne sont pas du tout actives encore. Et en fait, la restitution, elle se fait au moment de la destruction. Parce que la plante a pompé l'azote pour elle, elle l'a utilisé pour elle, et tant qu'elle est là, elle le prend pour elle. Elle n'en fait pas cadeau aux autres par plaisir, ou juste si elle a un intérêt, mais là, pour le coup, elle n'en a pas, je pense. Et donc, effectivement, la plante est plus concurrentielle que donneuse d'azote jusqu'au moment où on la détruit. Et au moment où on la détruit, nous, on a eu des essais avec des trèfles blancs, que je rejoins, je ne sais plus c'est toi qui as dit ça, mais c'est toi qui disais ça, avec des trèfles, on ne s'en sort pas, on est débordé. Et des vignes qu'on avait coupées en deux, la partie où on a mis du trèfle blanc, ça a tellement poussé fort qu'on a dû la déclasser, la sortir des cuvées pendant 3 ans, le temps de réussir à gérer le trèfle, parce qu'on avait des relargages d'azote tardifs qui nous posaient problème. Et les engrais verts, c'est pas simple, on fait des tas d'essais sur à quelle date le mettre, et parfois on le met au mois d'août, et c'est là où on a des super résultats, et ça marche super bien, et parfois on l'a mis au mois d'août, et il a fait sec pendant 1 mois et demi, ça n'a pas poussé, on a une grosse pluie 15 jours avant les vendanges qui a créé une pic de minéralisation qui a tout fait pourrir le raisin. Donc des fois c'est favorable, des fois c'est négatif, c'est super compliqué. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver la solution avec les engrais verts qui moi me satisfait pleinement pour dire aux vignerons tiens fais ça et ça marchera. Mon ancien directeur disait un truc moi qui me plaît bien, c'est que la bonne technique c'est celle qui marche 7 années sur 10. Et c'est vrai, la technique qui marche tout le temps, ça n'existe pas. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir 7 années sur 10, je suis plutôt à 3 années sur 10 où je suis vraiment content de mon engrais vert, 3-4 années où je suis un peu dubitatif et 3-4 années où je suis pas content, globalement. Et qu'on le mette tôt, qu'on le mette tard, qu'on le mette après vendange. Alors après vendange chez nous c'est un peu trop tard, donc on fait pas de biomasse. Si on le met avant, ça peut poser des problèmes que vous connaissez, que je ne vais pas détailler là. Donc ça répond un peu à ta première question. Ta deuxième question, c'est une remarque qu'on a souvent, et j'ai eu aussi des engrais verts, mais qui n'ont pas réussi à monter assez haut, et c'était pire. Donc c'est pas simple non plus. Et la technique que moi je conseille, qui chez nous marche 7 années sur 10, c'est avec l'enherbement naturel. Je te rejoins, moi ça me va assez bien l'enherbement naturel, on fait moins de biomasse, c'est ce que Julie a montré, mais globalement, moi mon objectif depuis 20 ans, c'est d'essayer d'avoir des vignes à peu près autosuffisantes, ne plus avoir à apporter de fertilisation et que la vigne s'autosuffise. Et j'ai des vignerons qui arrivent. Et je pense qu'il y a 3 critères importants pour y arriver. Il faut broyer les bois. Si on brûle les bois, on n'y arrive pas chez nous. Alors encore une fois, je parle du contexte du centre-Loire. Il y a des choses qui peuvent plus ou moins être généralisées, mais pas tout. Mais chez nous, si on ne broie pas les bois, si on les brûle, on perd cette matière organique, on perd cette nutrition du sol, et on n'arrive pas à avoir de l'autofertilité, on a besoin de mettre plus d'engrais. Deuxième critère, il faut de l'herbe. Mais il faut la détruire au printemps, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et troisième critère que je pense être important, c'est cette herbe, on essaie de ne pas la détruire, de ne pas la tondre, de la laisser aller au bout de son cycle. Et on se rend compte que quand on la tond, quand on la détruit, elle repousse et elle reconcurrence. Et ce qu'on ramène au sol, c'est une espèce de matière végétale qui n'est pas forcément optimale, qui n'est pas forcément adaptée, puisque les sols ne sont pas habitués à recevoir ça. Normalement, ce qui revient naturellement dans les sols, c'est une matière qui est au bout de son cycle, qui est un C sur N élevé, qui est plus de la paille, de la matière carbonée plus ligneuse. Et le fait de ne pas tondre l'herbe et de la laisser aller au bout de son cycle, et juste la redétruire une fois au printemps suivant, c'est un système où on n'a qu'un seul passage par an, alors qu'avec les engrais verts, c'est 4 passages. Pour moi, c'est une préparation du sol, un semis, une destruction, un enfouissement, pour avoir le résultat que disait Julia. Et si on ne fait pas ça, on a des résultats moins intéressants que ce qu'on fait jusqu'à présent.
Donc l'enherbement naturel non tondu et détruit une fois par an, pour l'instant c'est un compromis qui, moi, me paraît pas mal dans notre contexte à nous. Et après justement, il faut rester très prudent, il n'y a pas une solution qui marche partout. J'étais dans le sud de l'Espagne, au sud de Valence, au mois de mai dernier, des vignes qui étaient hautes comme ça, qui étaient en pleine fleur, pas un brin d'herbe dans la parcelle, et le vigneron, en fait, lui, historiquement, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire, il bine à l'automne. Donc un peu comme tu as fait, mais eux, c'est tous les ans, ils binent à l'automne. Et je me demande, mais pourquoi tu bines à l'automne? Pour qu'elle soit propre au printemps. Mais du coup, des sols totalement nus l'hiver, des matières organiques à 0,6, 0,7, alors qu'au contraire, ils devraient essayer de faire un maximum de biomasse quand ils ont de l'eau, et le peu d'eau qu'ils ont, c'est à l'automne, donc eux, pour le coup, il faut qu'ils sèment des trucs ou qu'ils laissent du naturel s'installer à l'automne, avoir un maximum de biomasse pendant l'hiver, le détruire au printemps éventuellement. Et après, il faut essayer de raisonner. Je pense que ce qu'il faut que vous ayez en tête dans votre raisonnement, c'est que schématiquement, globalement, on a 2 grands pics d'azote dans l'année, dans le sol, 2 pics de minéralisation. Un premier au printemps, le sol se réchauffe, l'activité biologique se met en place et dégrade la matière organique, et on a ce premier pic de minéralisation. Souvent, ça s'arrête pendant l'été parce qu'il fait trop sec, et ça reprend à l'automne, avec un pic souvent un peu moins fort, mais un deuxième pic à l'automne, avec les premières pluies de fin d'été d'automne. Le premier pic, il est indispensable pour la vigne. Le deuxième, moi je pense qu'il potentiellement, il en faut un minimum, mais il est presque plus négatif que positif. Et cet enherbement naturel qu'on laisse s'installer, il va capter ce deuxième pic, plutôt qu'il part dans les nappes phréatiques, comme on faisait à une époque chez nous. Il va le capter et on va le restituer à la vigne au printemps. Et on va amplifier le premier pic. En gros, c'est le schéma que moi j'essaie d'avoir. Et après, suivant les régions, suivant les contextes, suivant les terroirs, il va falloir piloter un peu différemment. On laisse poser la question. Comme vous voulez. C'était juste, vous parlez d'enherbement naturel, vous détruisez une fois par année. Mais vous le faites quand et comment? Parce que là, je ne comprends pas, parce que c'est de l'enherbement naturel. Et puis, ça dépend les années 3 fois. Ça dépend des vignerons, ça dépend du matériel, ça dépend des années, et ça dépend de ce qu'on veut faire. Quand on veut détruire que partiellement, moi je trouve que les disques, c'est pas mal. Quand on veut détruire entièrement, c'est avec des systèmes un peu comme les photos qu'on a vues, Actisol, des cœurs, des pas de doigts, mais on bine en plein. C'est au printemps. Au printemps, avant le débourrement. En gros, entre 15 jours avant et 15 jours après le débourrement. D'accord. Je vais avoir des lignes mécanisables. Comment vous faites quand c'est pas mécanisable? Mais voilà, c'est pour ça que quand c'est pas mécanisable, il faut réfléchir peut-être autrement. Tout à fait, tout est adapté à toutes les situations. C'est pour ça que je précise bien, on a des lignes mécanisables, effectivement, et donc je vous parle de ce que je connais chez nous. Vous êtes une exception. Dominique? Oui, juste là. Il marche ou... Non, attends, ça marche, il faut juste allumer. Il faut juste allumer, ouais. Ça marche mieux quand on appuie sur le bouton. Les témoignages un peu, c'est pas des rigueurs expérimentables, j'ai pas les moyens de la cyclavette pour faire des expérimentations, mais ce qu'on observe en faisant du conseil ou lors des journées de formation, et on a souvent des surprises par rapport à la théorie. Et les hauteurs d'engrais de biomasse, selon les dates de semis, ça peut être très différent. Mais je crois que c'était dans le centre-Loire une fois, le viticulteur, pour différentes raisons, n'a pas tout semé à la même date. Est-ce qu'il a été semé très tôt, c'était un engrais vert, ou comme ça? Est-ce qu'il a semé début octobre, où il était beaucoup plus minable, en apparence? Sauf qu'en donnant un coup de bêche, l'engrais vert qui était haut comme ça, il n'avait quasiment pas de racines. Il avait vécu sur de l'azote disponible, il n'a fait aucune racine. Et l'engrais vert semé plus tard, qui était 10 cm de haut, il avait plus de 60 cm de système racinaire et beaucoup plus d'effet sur la vie du sol, et là, beaucoup plus favorable pour la vigne l'année d'après. Donc des fois, les biomasses aériennes, c'est pas indicateur de tout. Et après, au niveau de l'azote, même si l'engrais vert peut fixer de l'azote potentiellement en étant une légumineuse, il n'est pas restitué directement. Même au moment où on le détruit, il arrête de consommer de l'eau, mais il y a une phase où ça peut immobiliser de l'azote avant d'en redonner. Et après, tous ces apports d'azote qui ne sont pas de l'ammonitrate, et l'ammonitrate aussi, d'ailleurs, ils ont un impact sur le cycle d'azote. Et on oublie les cycles de l'azote. Ça se
fait par au moins 3 étapes avec des microflores différentes. La décomposition de l'azote organique en ammoniac, de l'ammoniac en nitrite et du nitrite en nitrate. Et tout ça, c'est un petit peu programmé, et si on intervient de façon un peu trop violente, en mettant trop d'ammonitrate, trop de fumier, on va perturber le cycle, et dès qu'on perturbe le cycle, on retarde la libération d'azote utilisable pour les vignes. Et ce que disait François, il y a effectivement les 2 pics, le printemps-automne. Si on ne fait pas ce qu'il faut en gestion organique, on affaiblit le pic de printemps et on amplifie le pic d'automne. Mais le pic d'automne, il est amplifié après la vendange. Et après, il y a plein de viticulteurs qui sont très contents parce qu'ils ont des couverts qui poussent superbes, des parcelles très vertes l'hiver. Sauf que la vigne, elle ne fait toujours pas de rendement, il n'y a toujours pas d'azote dans le mou. Donc il y a des moments, il ne faut pas se tromper d'objectif, et des fois des petites biomasses, ça se décompose beaucoup plus vite, ça relargue de l'azote beaucoup plus tôt au profit de la vigne. Et les grosses biomasses, ça fait souvent, j'ai vu ça en grande culture, des effets dépressifs pour la culture d'après. Et entre roulage et broyage incorporation, je pense que l'URAB a fait des essais aussi en culture maraîchère. Et en culture maraîchère, on a des meilleurs résultats en termes de tonnage de légumes avec broyage incorporation qu'avec roulage. Parce que ce soit dans le vert de l'enherbement spontané, ça n'annule jamais le tassement. Ça se tasse moins vite, mais tous les enherbements pluriannuels finissent par celui du tassement. Et on aboutit à la photo qu'a montré Julia, un truc très stratifié, un effet paillasson et pas de structuration en dessous. Et l'autre aspect, quand on n'est pas concurrencé par l'azote, on peut l'être par l'eau. Et c'est là où les envalaires uniquement roulés, on maintient quand même une capillarité avec les racines en place et on subit encore de l'évaporation. Et donc le fait de vraiment travailler le sol, de faire du binage superficiel, c'est la meilleure façon de couper la capillarité et de garder de la fraîcheur en dessous. Et le proverbe qui dit qu'un binage vaut 2 arrosages est vrai. Merci. Est-ce que ça vous va pour aujourd'hui? Ah, toi, tu avais une question. La dernière. Ou une remarque. Une question par rapport au radicelle dans la vigne. Moi, ce que j'avais appris, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les racines, les petites radicelles de vigne, les petites radicelles blanches, commencent à pousser, nous on dit en Suisse, au moment où les vrilles commencent à sortir. C'est là qu'on a les radicelles qui commencent à être actives. Comment est-ce qu'on explique qu'au débourrement, on a de l'azote qui est absorbé, alors qu'en fait, on a encore des racines brunes et pas les radicelles qui seront actives? Alors la question piège de votre midi. Vous pouvez répéter la question? C'est assez rigolo, la question est pertinente, mais j'en discutais avec des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là il n'y a pas très très longtemps, et qui me disaient, mais en fait, on ne sait pas à quel moment elles démarrent, on ne sait pas combien de temps elles vivent, tout simplement. Est-ce qu'elles vivent 3 semaines, 2 mois, ou un cycle végétatif complet? On ne sait pas, en fait. Et il y a tellement d'inconnus là-dessus, on a tellement de certitudes, et donc si on t'a dit, elle commence à démarrer que plus tard, moi je veux bien le croire, mais je n'en suis pas sûr, et je ne l'ai jamais vu. Et je ne sais pas, Dominique, ce que tu en penses, mais je pense que c'est une idée préconçue, pas vérifiée, je pense. C'est lui, comme ça l'appuyer, ça va mieux. J'ai pas de référence en vigne, mais j'ai rencontré un chercheur de l'INRA en verger de pommiers à cidre. Ils ont fait des observations de croissance racinaire en vrai avec des dispositifs inspirés de la chirurgie, avec de la tomographie dans des pots, etc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les racines ne poussaient pas du tout à la date qu'on disait. Et qu'il y avait surtout de la croissance de racines pendant l'hiver. Voilà, comme ça, tout le monde est capé pour la soirée. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. On pourrait en parler encore pendant longtemps, mais là, on sent qu'on a besoin de s'arrêter pour aujourd'hui.